Bonjour à tous. Alors, cher Jean-Marc, vous vous décrivez comme un chef d'entreprise, président d'association, enseignant, conférencier et impliqué dans plusieurs autres entités qui toutes ont pour objet de limiter le réchauffement climatique et nous rendre résilients face à la raréfaction énergétique fossile. Vous travaillez notamment avec le Shift Project sur des verticales pour faire des propositions aussi, avec un travail de recherche. Et vous allez bientôt dévoiler des éléments d'études sur le sujet de l'agriculture. On ne va pas vous demander de les dévoiler en avant-première ici, mais néanmoins, on va aborder le sujet de manière très, très simple ensemble. Dans le format, ce qu'on vous propose de faire, c'est vous poser le contexte de la façon que vous le souhaitez, et ensuite, je sais que vous aimez bien faire ça, et je pense que ça plaira beaucoup à l'assistance également. On lancera une série de questions-réponses de façon à ce qu'il puisse y avoir un maximum d'interaction entre nous. On va s'asseoir parce que ce sera plus sympa. Merci infiniment d'être là. Et cher Jean-Marc, est-ce que vous pouvez, pour commencer cette conférence, nous livrer votre vision d'où en est le modèle agricole aujourd'hui, comment on en est arrivé là, quels sont les problèmes qui se posent, et assez rapidement ensuite aller vers des perspectives d'évolution. On en parlera plus en avant avec les autres invités. Merci de m'avoir invité. Pour essayer de planter le décor, l'agriculture, dans l'agriculture, il y a culture. Et culture, historiquement, quand vous regardez à quoi ça correspond physiquement, ça correspond à une éradication de la biodiversité pour remplacer un écosystème préexistant par une espèce qui nous intéresse plus particulièrement. Donc en fait, créer un champ, c'est supprimer ce qui se trouvait là avant, avec en général tout un tas de trucs, et remplacer ça par une seule espèce qui nous intéresse, du blé, du maïs, du tournesol, qu'est-ce que je sais. Même si de temps en temps, il y a des expériences de mélange, on va dire, dans le maraîchage par exemple, où je colle un rang de tomates, un rang de haricots verts, un rang de patates et on recommence. Mais globalement, l'agriculture, c'est quand même à la base une entreprise d'éradication de la biodiversité, parce que c'est comme ça qu'on sélectionne les espèces qui nous intéressent plus particulièrement pour nous nourrir. Alors ça, c'est vrai dans la culture, c'est un peu moins vrai dans l'élevage, dans la mesure où dans l'élevage, les vaches et les moutons broutent les pâturages, et donc là, on laisse pousser ce qui pousse et ils mangent ce qui pousse, quoi, en gros, hein, que ce soit des ronces ou de la luzerne. Après, on sélectionne les animaux en fonction de ce qui pousse, mais on laisse pousser ce qui pousse. Donc il y a une première interaction entre l'agriculture et la biodiversité, c'est que, j'insiste, la culture, c'est par définition même l'éradication de la biodiversité. Ce qui veut dire que si on veut marier les deux, ce n'est pas le climat, mais c'est une interaction environnementale importante quand même, eh bien, on a un sujet d'arbitrage entre ce qu'on laisse aux petites bêtes pour qu'il y ait des petites bêtes. Donc si on aime les chauves-souris, il faut qu'il y ait des insectes, et si on aime les insectes, il faut que nous, on en ait un peu moins dans les champs. Voilà, il y a toute la question de savoir comment est-ce qu'on arbitre entre les deux. En ce qui concerne les énergies fossiles, l'agriculture, comme toutes les activités modernes, a été très largement carbonée sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, ce qui a augmenté la productivité par paysan ou par agriculteur, tenez-vous bien, d'un facteur 200 en l'espace de 2 siècles. Alors évidemment, c'est une illusion d'optique que cette productivité par personne est augmentée, parce qu'en fait, ce qui assure aujourd'hui physiquement la tâche de la culture, c'est les machines. C'est pas l'agriculteur, il ne s'est pas mis à avoir 200 paires de bras et 200 paires de jambes. Simplement aujourd'hui, ce n'est pas lui qui laboure, c'est des machines, c'est même plus des chevaux, c'est des machines. C'est pas lui qui récolte, c'est des machines. C'est pas lui qui transforme, c'est des machines. C'est pas lui qui transporte, c'est des machines. C'est pas lui qui stocke, c'est des machines. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'agriculteur est là pour donner des ordres à des machines. Il y a évidemment de la main-d'œuvre agricole, j'exagère un peu, je caricature un peu, mais donc on continue à ramasser les asperges et les abricots à la main, mais quand même, il faut bien voir, en particulier dans les grandes cultures, qui sont la base de la ration alimentaire, hein, à la fois pour l'élevage et pour l'alimentation en direct. On a essentiellement remplacé, ou additionné plus exactement, des gens et des machines, et donc ramener la productivité aux seuls individus est quelque chose qui était relève un peu de l'illusion d'optique. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que, comme tous les êtres vivants qui se respectent sur cette planète, nous sommes paresseux et accumulatifs. Tous les êtres vivants cherchent à économiser leur énergie. C'est votre chat quand il roupille toute la journée, le phoque quand il se prélasse sur la banquise, et nous, on fait exactement pareil en devenant des couch potatoes devant la télé. Alors la raison pour laquelle on cherche à faire ça, c'est parce que historiquement, il fallait pouvoir passer les périodes où on n'était pas sûr de trouver à manger,
Et il fallait être sûr d'avoir toujours l'énergie corporelle pour courir derrière une proie ou échapper à un prédateur. Donc en fait, les êtres vivants sur Terre, vous regardez, c'est une constante, hein, cherchent toujours à être le plus efficace possible dans l'utilisation de leur énergie corporelle. Donc ils sont paresseux par nature. Et on n'y échappe pas. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes accumulatifs. Alors quand je dis accumulatif, ce n'est pas de la graisse, c'est extracorporel. On fait des greniers, on fait des silos, etc. Et ça s'est transposé sur le fait qu'on aime bien accumuler des tonnes de bagnoles, des mètres carrés de logement, des vêtements dans une garde-robe, etc. Et tout ça vient du fait que, étant des animaux vivant en moyenne latitude, il faut passer l'hiver. Et donc, dans les sociétés qui doivent passer l'hiver, vous vous rappelez de la fable de la cigale et de la fourmi, c'est l'insecte qui accumule qui a le beau rôle, parce que c'est la marge de sécurité qui nous permet d'être sûr qu'on ne va pas avoir de problème. Et enfin, nous sommes des animaux sociaux. Et c'est pour ça que nous sommes attentifs aux éléments de statut, puisque tous les animaux sociaux ont une place dans le groupe qui dépend des éléments de statut reconnus. Ben voilà, c'est plus sympa quand on est un loup d'être le mâle alpha que d'être un autre. Et c'est plus sympa quand on est dans un groupe de chimpanzés d'être le chef plutôt que de ne pas être le chef. Et donc, on reproduit exactement ça dans notre société. C'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'on réclame des augmentations salariales, c'est pour ça, etc. On cherche toujours à progresser dans la hiérarchie du groupe. C'est un truc qui est commun à tous les animaux sociaux. Et alors, carboner l'agriculture, comme carboner l'économie, a correspondu à merveille à nous permettre de cocher ces cases. Ça nous a permis d'augmenter la sécurité alimentaire, parce qu'on produisait plus et on stockait plus facilement. Ça nous a permis de nous fatiguer moins, puisque faire passer le tracteur, c'est quand même moins fatigant que de se casser le dos à bêcher soi-même. Et ça nous a permis d'accumuler, et en particulier tout le temps, alors dans la nourriture, mais surtout en dehors de la nourriture, parce qu'à partir du moment où on n'était plus occupé H24 à faire pousser ce qui nous nourrissait, eh ben, on pouvait s'occuper H24 à faire Internet, TikTok et des Porsche. Donc en fait, les combustibles fossiles nous ont permis de satisfaire ces pulsions profondes qui sont en nous, dans l'agriculture et en dehors de l'agriculture, mais notamment dans l'agriculture. Alors quand je regarde ce à quoi ça a amené l'agriculture moderne, qu'est-ce qui se passe ? Qu'à partir du moment où on remplace les gens par des machines, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus productif de spécialiser les régions par type de culture plutôt que d'avoir de la polyculture élevage partout avec des tracteurs qui doivent s'emmerder à contourner les haies et des cheptels de 3 vaches ici et là sur lesquels on ne peut absolument pas faire de la productivité. Donc on a collé tous les cochons et tous les poulets en Bretagne, toutes les vaches, on va dire, à l'ouest de Paris et au nord de la Loire. On a collé tout le maïs dans le sud-ouest, on a collé toutes les betteraves en Picardie, etc. Donc on a spécialisé les zones. Et ça marche très bien dans un monde à l'énergie fossile abondante, parce que derrière, ensuite, c'est très facile de transporter les récoltes d'une zone à une autre. Il faut savoir qu'actuellement en France, vous avez entre un camion sur 3 et un camion sur 4 qui transportent un produit agricole ou quelque chose qui se mange. Donc la dépendance aval du système agricole que nous avons créé au transport fossile est absolument massive. Et aujourd'hui, les camions sont le sang de l'économie occidentale. Les camions et les bateaux. Hein. En gros, vous enlevez les camions et les bateaux et tous les gens meurent de faim. C'est assez simple. Parce que vous n'irez pas brouter en direct le maïs dans le champ d'à côté. Et si vous êtes en Bretagne, vous nourrirez pas les poulets sans le maïs qui vient je ne sais pas comment, en train et en camion du sud-ouest. On a spécialisé les zones de culture. On a agrandi les tailles d'exploitation, encore une fois, parce que le tracteur, il n'a pas envie de faire le tour de la haie. Donc on arrache les haies, etc. On s'est doté d'auxiliaires chimiques qui nous permettent d'augmenter les rendements de manière extrêmement forte, et en particulier les engrais et les pesticides. Donc les engrais permettent d'augmenter la productivité de la plante, et les pesticides permettent de déplacer le curseur sur la compétition entre toutes les autres espèces et nous. Puisque en gros, ça en laisse moins à manger aux insectes, aux oiseaux, etc. Puis ensuite, derrière, il y a moins d'insectes et moins d'oiseaux, il faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Et ça nous a permis, par ailleurs, la convention économique étant ce qu'elle est, de faire considérablement baisser les coûts. Mon calcul d'ordre de grandeur, c'est que la nourriture vaut aujourd'hui globalement 10 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle, et que la viande vaut 30 fois moins cher que ce qu'elle valait il y a un siècle. Alors ce petit calcul d'ordre de grandeur, je l'ai fait de la manière suivante. Quand vous regardez la part du budget que les ménages dépensent pour leur nourriture, et j'ai regardé ça aux États-Unis, parce qu'en France, quand vous cherchez une série longue sur un siècle sur le site de l'INSEE, vous mettez un quart d'heure à ne pas la trouver. Donc j'ai regardé aux États-Unis, où là je trouve en 35 secondes. Mais c'est à peu près pareil, pour les mêmes raisons. Il y a un siècle, aux États-Unis, les ménages dépensaient un quart de leur revenu pour se nourrir. Et là-dedans, je confesse ne pas avoir été regardé quelle était la part d'autoproduction. Parce qu'il y a un siècle, une bonne partie des ménages étaient ruraux.
Donc ils avaient tous un potager. Que vous soyez, il y a un siècle, en France, agriculteur, receveur des postes ou instituteur, vous étiez dans un endroit où vous aviez un lopin de terre et vous faisiez vos pommes, vos poires, 3 poireaux, 2 salades, etc. Donc, en fait, une partie de votre alimentation échappait à votre budget, à l'allocation de vos revenus monétaires. Nonobstant cette remarque, donc, on avait 25%. Voilà. Et à cette époque, les ménages achetaient essentiellement des produits bruts. Bon, on était aux États-Unis, il y avait déjà Heinz, il y avait déjà probablement des trucs en boîte dégueulasses, mais quand même, globalement, c'était essentiellement des produits bruts. Donc, Madame Smith, puisque c'était comme ça que ça marchait, allait voir le paysan du coin et lui achetait des poireaux, des œufs et je sais pas quoi, et faisait le frichti pour Monsieur Smith, qui était en train de travailler dans les champs ou à l'usine. Aujourd'hui, quand vous regardez, alors avant l'inflation, mais ça ne change pas beaucoup, le budget alimentaire des ménages américains, on est à 11-12%. En France, on était à 14% au moment de l'inflation. On a dû probablement redescendre un peu. Et là-dedans, vous avez 5% de hors domicile. Or, dans du hors domicile, vous payez tout sauf de la bouffe. Vous payez du loyer, vous payez du service, vous payez du transport, enfin du serveur, vous payez du transport, vous payez de la fraude fiscale du patron du bar tabac, enfin vous payez tout ce que vous voulez, mais vous ne payez pas de bouffe. Un petit exemple pour s'en rendre compte, quand vous allez acheter une omelette, quand vous payez une omelette dans un restaurant parisien, ça va vous coûter 7-8 euros. Là-dedans, vous avez 3 à 4 œufs industriels qui, en sortie d'élevage industriel, valent 30 centimes. Sur 7 euros d'addition, d'accord ? Donc, hors domicile, vous payez tout sauf de la nourriture. Bon. Et même au domicile, qu'est-ce que vous payez dans votre ticket de caisse ? Vous payez le salaire du magasinier, le salaire de la caissière, la construction du magasin, le transport, la fabrication des emballages. Et pour tous les produits qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, vous payez vos salariés, vos actionnaires, vos coûts de structure, etc. C'est ça que vous allez payer. La nourriture elle-même, c'est 20% de votre ticket de caisse, grand maximum. Grand maximum. Si vous regardez le prix du blé dans un paquet de pâtes Barilla, vous allez arriver à la conclusion que ça fait entre 5 et 10 centimes. D'accord ? Donc, vous payez, même une boîte d'œufs industrielle au supermarché, ce ne sont pas ceux que j'achète, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, qui aujourd'hui vaut entre 1,50 € et 2 € la boîte, eh bien, l'œuf sorti d'élevage, il vaut moins de 10 centimes. Ce qui veut dire que 6 œufs, ça fait 50 centimes, que vous allez payer 4 fois ce prix-là au supermarché. Donc, même sur un produit qui n'a pas été transformé, vous payez de la logistique, des salaires, de la mise à disposition, la campagne de pub, la ligne de coke du publicitaire, tout ce que vous voulez, mais vous ne payez pas la nourriture. Si vous regardez vraiment ce qu'a coûté la nourriture dans le ticket de caisse au supermarché, vous pouvez diviser par 4 facile. Ce qui veut dire que le vrai prix de la nourriture dans le budget des ménages aujourd'hui, ce n'est pas du tout 12% si vous enlevez les salaires des serveurs, des magasiniers, etc. C'est plutôt 2 à 3%, ce qui est à peu près le PIB agricole du reste. Ce qui veut dire que par rapport à une époque où c'était 25%, on a divisé par 10. Et comme on mange 3 fois plus de viande par an qu'il y a un siècle, sur la viande, le prix a probablement été divisé par 30, en termes réels. Hein. Je le dis autrement, il faut travailler 30 fois moins de temps pour se payer une unité de nourriture, quand c'est de la viande. 10 fois moins sinon. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans un monde qui va se décarboner et qui va être soumis au réchauffement climatique ? Des évolutions pour partie inverse. Donc aujourd'hui, l'agriculture est dans une injonction contradictoire où on lui demande de faire pas cher, propre et en grande quantité, et il va falloir enlever au moins un des 3 critères. Donc on peut essayer de faire pas cher, en grande quantité et pas propre tant que ça passe. On peut essayer de faire propre, en quantité raisonnable, ça sera cher. Enfin voilà, donc à un moment, il y a l'un des 3 critères qu'on ne pourra plus obtenir. Et la question, c'est, dans le contrat social qu'on passe avec la population, qu'est-ce qui fait que les gens vont accepter, sans qu'il y ait trop de conséquences politiques et sociales, que la nourriture vaille beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça la bonne question. Parce que, à mon avis, c'est de toute façon vers ça qu'on va se diriger un jour ou l'autre. Alors, je vous rappelle que les gens qui sont à peu près correctement nourris et qui cessent d'être à peu près correctement nourris, ça a toujours été un facteur de déstabilisation politique extrêmement fort. Il y a eu ce genre d'épisode qui a précédé la Révolution française. Encore une fois, c'est toujours des déclencheurs conjoncturels, ça n'est jamais la seule cause. Hein. Et ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui s'est déroulé début 2011, en fait, c'est une réponse à de l'inflation alimentaire intolérable, quand vous regardez ce qui s'est passé, hein, qui avait elle-même été déclenchée par des épisodes énergétiques et climatiques qui ont précédé. Hein, c'est très, très relié à mon sujet, ce qui s'est passé en 2011. Voilà.
Voilà, donc c'est un peu ça le décor tel qu'il est planté. Alors c'est évident que ce n'est pas du tout comme ça que le sujet est compris aujourd'hui en Europe. L'Europe s'est organisée au sortir de la guerre, ou plus exactement quand l'Union européenne est née, à la fois avec l'idée qu'il fallait privilégier le consommateur sur le producteur, donc on fait sauter toutes les barrières, toutes les machins, etc., libre circulation, et de l'autre côté, sur l'agriculture, on a quand même cherché à compenser le producteur, mais de moins en moins. Il y a de plus en plus de denrées qui sont rentrées dans un marché, j'ai envie de dire, raisonnablement ouvert. Le dernier en date, c'était le lait. Et après, ça a créé, du coup, en réponse, une organisation productive qui est une organisation calée sur la production de grandes commodités faites pour le marché mondial, et pas du tout une agriculture résiliente, organisée pour servir avant tout les besoins domestiques, de façon, j'ai envie de dire, un peu complète sur la gamme de produits fournis. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui en France, on se retrouve maintenant pour un certain nombre de produits, alors qu'on est historiquement une grande nation agricole et qu'on a une superficie cultivable très importante en Europe, on se retrouve derrière les Hollandais en termes d'exportation de nourriture. Enfin bon, les Hollandais, c'est des vaches au pétrole, hein, c'est clair. Hein. C'est comme ça qu'ils ont développé leur agriculture. Mais enfin voilà, donc on se retrouve dans une situation dans laquelle on importe de manière très significative, et ça, c'est pas tant le jeu des avantages physiques d'autres pays que le jeu des organisations de marché et des priorités qu'on s'est fixées. Hein, voilà en gros pour planter un peu le décor. Donc si on a carboné l'agriculture comme toutes nos activités, je vais finir par ça, c'est parce qu'on avait de très bonnes raisons de le faire à l'époque. On n'a pas fait ça juste parce qu'on était des crétins. Et si on a bazardé des pesticides partout dans les champs, c'est pas parce qu'on était des crétins non plus, et des gens foncièrement ennemis des chauves-souris et des alouettes des champs. On l'a fait pour répondre à ce qui était à un moment le cahier des charges de l'agriculture, c'est-à-dire produire beaucoup pour pas cher. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc. Est-ce que vous dites du coup, c'est que d'une façon ou d'une autre, on va subir la décarbonation, on va être obligé d'accompagner la décarbonation, soit parce qu'on va la subir, soit parce qu'elle va s'imposer à nous du fait des conséquences du réchauffement climatique? Alors moi, on va la provoquer ou la subir de la manière suivante. Alors d'abord, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le réchauffement climatique que nous aurons en France est la conséquence des émissions mondiales et pas des émissions françaises. Le temps de résidence du CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'air, ou plus exactement le temps d'évacuation d'un surplus de CO2 une fois que ce surplus est créé dans l'atmosphère, c'est comme ça qu'il faut le formuler de manière précise, se compte en milliers d'années. Il faut savoir qu'après arrêt des émissions, le surplus qu'on a créé s'évacuera à peu près pour moitié en un siècle, pour 3/4 en 1000 ans, et pour 4/5 en 10 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 000 ans, il restera toujours 1/5 du surplus qu'on a créé là pendant le siècle et demi qui vient de s'écouler. Et ce qui veut dire que l'atmosphère ne va jamais retrouver l'état initial qu'elle avait avant le début de la civilisation industrielle, du restant de du vivant de notre espèce, parce que si l'humanité organisée tient encore 10 000 ans, ça sera beau. On va avoir, sur certains compartiments, la dérive qui va, à partir de maintenant, ne s'arrêtera plus. En particulier la hausse du niveau de l'océan. Là, c'est parti pour des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Même si on stabilise la température de l'atmosphère. Donc, il y a et puis l'adaptation des écosystèmes va également prendre du temps. Enfin bon, bref. Donc en fait, il y a une espèce de coup-parti maintenant, de dérive embarquée, même si on baisse très rapidement les émissions, ce qu'il faut faire. On ne peut plus arrêter la dérive, on peut la limiter. C'est ça qu'on peut faire. Hein. Je vous dis ça parce qu'il faut évidemment, mais de façon coordonnée au niveau planétaire, baisser les émissions. Et en Europe, quand bien même on ne voudrait pas, on va de toute façon les baisser parce que ces émissions dépendent des combustibles fossiles que nous avons à notre disposition. Et sur les 3 combustibles fossiles qui approvisionnent l'Europe aujourd'hui, nous sommes stressés sur les 3. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes d'approvisionnement sur les 3. Il y a une contrainte d'approvisionnement historique sur le charbon depuis le milieu des années 50. Le charbon est un pondéreux solide, ça voyage mal. Vous n'avez que 15% du charbon énergétique qui franchit une frontière dans le monde entre pays de production et pays de consommation. 80% du charbon aujourd'hui consommé dans le monde, c'est l'Asie. Hein. Donc le charbon est vraiment un phénomène asiatique. Et le charbon, comme l'Europe a été le premier pays à taper dans son sous-sol, enfin la première zone à taper dans son sous-sol, le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, par exemple, c'était 1913. Il y en a de moins en moins et les importations ne compensent pas le déclin. Donc en fait, on consomme de moins en moins de charbon en Europe depuis les années 50. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. En ce qui concerne le gaz est gazeux, comme aurait dit l'autre, et donc il se transporte beaucoup moins facilement qu'un liquide. Ce qui veut dire que le gaz est essentiellement une énergie régionale qui est pilotée par les distances sur lesquelles on est capable de poser des tuyaux.
en gros. Donc l'Europe, elle dépend de l'approvisionnement régional qui est constitué essentiellement de la Russie, de la Norvège, de l'Afrique du Nord et des autres pays de la communauté, enfin des l'ex-pays soviétiques. Le Qatar et les États-Unis nous envoient désormais maintenant du gaz naturel liquéfié, mais le GNL, c'est 10% de la consommation de gaz dans le monde. Donc on n'est pas sur des choses qui sont aussi massives que le pétrole en termes de capacité de transport, le GNL. Or, en 2005, la mer du Nord procurait 55% du gaz à l'Europe, et la mer du Nord a passé son pic de production. Et donc, depuis 2005, la consommation de gaz en Europe s'est brutalement arrêtée d'augmenter, rien à voir avec les politiques climatiques, et a commencé à baisser, rien à voir avec les politiques climatiques. Et enfin, sur le pétrole dit conventionnel a passé son pic en 2008 dans le monde. Alors, conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux du Canada. Et si on regarde tout pétrole, le maximum à date, c'était novembre 2018, donc c'était il y a plus de 5 ans, à environ 2 millions de barils jour au-dessus du niveau actuel. Et là, je parle bien du pétrole, pas des liquides de gaz, pas de machin. On pourrait rentrer dans un long débat sur les statistiques pétrolières, parce que c'est un peu abscon pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Mais si je parle du vrai pétrole, on va dire, le maximum de production à date, c'était fin 2018. Un an avant le Covid. Donc, ce n'est pas le Covid qui a déclenché la baisse de la production. Vraiment, c'était autre chose. Et le pic de conventionnel en 2007-2008 a déclenché en Europe une inversion de la courbe d'approvisionnement. Donc l'approvisionnement pétrolier européen est contraint à la baisse depuis 2008. Et dans les pays qui étaient particulièrement dépendants du pétrole dans leur approvisionnement énergétique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, les baisses de PIB ont été particulièrement violentes. Quand vous regardez la Grèce, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait de la fraude fiscale. La fraude fiscale n'est qu'une répartition différente des revenus. Il y en a plus pour les ménages et moins pour l'État. Mais ça ne change pas les revenus globaux, ça ne change pas la production globale du pays. C'est juste une affaire d'allocation. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien la fraude fiscale. Je suis juste en train de dire que ça ne change pas le PIB. De même que les prélèvements obligatoires extrêmement élevés des pays nordiques ne les ont jamais empêchés d'avoir une forte croissance. Donc la question des prélèvements, c'est indépendant de la question de la croissance. Ça n'a rien à voir. Par contre, dans notre monde de machines, l'énergie et la croissance, ça c'est relié. Pour avoir de la croissance, il faut qu'il y ait plus de machines qui bossent, et donc il faut plus d'énergie. C'est comme ça que ça marche. Et donc, dans les pays du Sud, qui étaient très dépendants du pétrole, 60% du mix énergétique grec, c'était du pétrole en 2008, 50% en Espagne, 50% en Italie, 50% en Portugal. Tous ces pays-là sont partis dans l'autre sens, question PIB, après 2008, de manière extrêmement violente. Et en fait, si je regarde l'Europe dans son ensemble, depuis 2007, elle n'a plus de croissance physique. Si je regarde les tonnes chargées dans les camions, ou si je regarde les mètres carrés construits par an, ce qui sont pour moi mes deux indicateurs physiques de l'économie, eh bien, on est aujourd'hui en dessous du niveau de 2007. D'accord ? Voilà. Donc, ce stress sur les combustibles fossiles, j'ai envie de dire, il va continuer tant que les autres pays ne se soucieront pas du changement climatique, puisque moins ils s'en soucient, plus ils consomment de combustibles fossiles, plus ils en consomment, plus on est en compétition avec eux, moins il y en a pour nous. Donc, dans un monde où l'approvisionnement pétrolier a déjà commencé à baisser pour des raisons géologiques, c'est évident que de toute façon, la décarbonation subie, on l'aura si on n'a pas la décarbonation gérée. Et pour vous donner un ordre de grandeur, la quantité de pétrole qui va rentrer en Europe d'ici 25 ans sous seule contrainte géologique sera n'importe quoi entre la moitié et le 20e de ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous avez intérêt à vous soucier des camions et les gens qui s'occupent du fait que les gens dans les villes seront bien nourris aussi. Bien, enfin au sens de seront nourris. Aujourd'hui, sans camion, les villes meurent de faim. Pas de, d'accord, le camion, c'est le sang de l'économie moderne. On s'occupe aujourd'hui de décarboner les voitures. C'est beaucoup plus urgent de décarboner les camions. Parce que vous pouvez marcher. Vous râlerez si vous n'avez plus votre bagnole, mais vous pouvez marcher. Marchandises, non. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui va s'imposer, notamment sur la partie logistique. Ça a un impact, vous le disiez tout à l'heure, sur la production des engrais, puisqu'ils sont aussi très liés à Ils sont faits avec du gaz, oui, absolument. Avec l'énergie. L'agriculture, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Et donc, il y a aussi, en achetant tous les jours avec notre carte bleue, la possibilité d'orienter l'achat vers des productions plus ou moins carbonées. On sait aussi que c'est un levier de captation de CO2 en fonction des cultures qu'on met en place. Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques que vous avez observées, des pistes qui vous semblent particulièrement intéressantes pour réussir à faire en sorte que l'agriculture fasse partie de la solution plus que du problème à terme? Alors, au She Project, on a commencé à travailler là-dessus et il y aura le 6 juin, si ma mémoire est bonne, un événement de présentation de ce qu'on appelle un rapport intermédiaire
Alors, un rapport intermédiaire, dans notre jargon, c'est un être hybride qui se situe entre un partage du cahier des charges, en disant voilà comment on a compris la façon dont il fallait s'attaquer au problème, et un début de préconisation. D'habitude, on fait pas mal de préconisations dans les rapports intermédiaires. Là, on va en faire moins que d'habitude. Et on va surtout bien préciser le cahier des charges en disant voilà ce qu'on a compris sur la quadrature du cercle à laquelle il faut s'attaquer. Alors, sur les 30%, là-dedans, vous avez à peu près 10% qui viennent de la déforestation, qui est un processus amont de l'activité agricole. Je dis historiquement, mettre des champs en culture, c'est couper c'est enlever ce qu'il y avait avant. Et cette déforestation, elle a toujours accompagné l'expansion démographique. L'Europe a massivement déforesté au début du deuxième millénaire, les États-Unis ont massivement déforesté après l'arrivée des colons blancs, la Chine a massivement déforesté il y a un siècle, et en ce moment, c'est le tour de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud-Est. Et à chaque fois, c'est exactement le même déterminant, c'est l'expansion démographique qui engendre. Voilà. Vous avez un deuxième déterminant qui vient se rajouter là-dessus, qui est la part de la viande dans la ration alimentaire. Mais il ne faut pas oublier le premier, qui est tout simplement l'expansion démographique. Et donc, les gens font des champs, donc ils coupent ce qu'il y avait avant. Dans les 20% qui restent, il y en a une bonne partie, on va dire à peu près 15%, qui vient du méthane. Le méthane est un gaz qui est émis dans le domaine agricole par les rizières et par la fermentation entérique des ruminants. Et il y a à peu près 1,5 milliard de vaches sur Terre actuellement. Et l'autre gaz émis, c'est du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui vient des engrais azotés après épandage. Alors c'est vrai pour les engrais de synthèse, c'est aussi vrai pour les fumiers et lisiers. À partir du moment où on épand des engrais azotés, il y a une petite partie des nitrates qui sont contenus dans ces engrais qui subissent une réaction chimique au contact du sol, une réduction en l'occurrence, et qui se transforme en protoxyde d'azote, voilà, qui est un gaz à effet de serre. Donc, les bonnes pratiques, une fois que j'ai dit ça, on les imagine assez facilement. C'est moins déforesté, mais une fois qu'on l'a dit, il faut encore le faire. Et puis, c'est diminuer la part de viande, et en particulier la part de viande de gros animaux, parce que plus l'animal est gros, moins il est efficace dans la conversion de biomasse végétale en biomasse animale. Donc, les vers de terre, c'est pas terrible, mais enfin, il vaut mieux manger des vers de terre que des poules, et ils vont mieux manger des poules que du bœuf, en gros. Voilà. Il y a un cas particulier pour les animaux d'élevage laitier, parce qu'ils ne produisent pas que de la viande, ils produisent aussi du lait, et on peut voir la carcasse comme une valorisation de déchets, ou la voir comme un produit en tant que tel. Donc, malheureusement, c'est la charolaise ou la limousine qui ne fait que de la viande, qui est le truc le plus nocif pour le climat. La vache de réforme, c'est mieux. Voilà. Bon. Et par ailleurs, les systèmes laitiers, ou les systèmes d'élevage, plus exactement herbagés, ils permettent de valoriser des surfaces qui, sinon, seraient parfois plus difficiles à valoriser autrement, en particulier dans l'agriculture de montagne. Et puis, si on commence à retourner les prairies pour faire plus de culture végétale à la place de l'élevage, eh bien, là, il y a une sanction directe sur la biodiversité. Et il y a également, à court terme, une sanction directe sur le relargage de carbone du sol, comme quoi rien n'est simple. Mais donc, dans les bonnes pratiques, il y a effectivement le fait... Alors, il y en a plein. Il y a le fait de limiter la viande, il y a le fait de limiter la déforestation, ce qui va aussi avec le fait de limiter la viande à population constante, parce que du coup, on a besoin de moins de produits végétaux. Et puis, il y a tout un tas de trucs qui relèvent des arbitrages entre production végétale. Les types de cultures qu'on va mettre en place. Oui. Par exemple, on pourrait très bien dire que les voitures, on en supprime une sur deux, du coup, on n'a plus besoin de biocarburant, du coup, on n'a plus besoin de champs de colza, et à la place, on y met de la luzerne. Bon. Par exemple, on pourrait très bien se dire que ce qu'on veut, c'est maximiser la productivité agronomique et revenir pour partie à des prédateurs naturels, donc des oiseaux et des insectes qui en bouffent d'autres. Et à ce moment, on remet des haies partout, on diminue la productivité économique et on augmente l'emploi. Bon. On pourrait se dire qu'on fait ça, mais la sanction, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les produits vont coûter plus cher et il faut l'accepter. Enfin voilà, on a également des marges de manœuvre dans l'agroforesterie, parce que ça remet du carbone dans le sol et que c'est une bonne chose à faire. Le couvert végétal permanent, qui est également quelque chose qui remet du carbone dans le sol et qui est une bonne chose à faire. On peut faire un peu de méthanisation pour remplacer le carburant des tracteurs, parce que c'est pas demain matin qu'on va remettre 5 millions de personnes à sarcler les rangs de patates. Donc on peut faire un peu de méthanisation pour, en priorité, fournir l'énergie décarbonée à la mécanisation agricole. Et absolument pas pour injecter dans le réseau et alimenter des chaudières à gaz qu'il faut remplacer par des pompes à chaleur. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses et de bonnes pratiques qu'on peut faire.
Et le Yaka Faucon se heurte à deux choses. C'est le comportement du consommateur. Et par ailleurs, le fait qu'en Europe, puisque nous sommes en Europe, il y a quand même une délégation à l'entité supranationale qui est l'Union européenne d'une très large partie des compétences en matière d'agriculture qui pose nécessairement question à partir du moment où on doit refaire des choses qui sont très adaptées au contexte local. C'est bien de faire des trucs à l'échelle européenne à partir du moment où on veut une agriculture de commodité à l'exportation. C'est parfait, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. À partir du moment où on veut une agriculture très adaptée à des éléments contextuels locaux, la centralisation d'un certain nombre de règles est essentielle, mais on va avoir besoin de décentraliser l'action. Et donc les modalités économiques, normatives, etc. Voilà, c'est pas. On en est quand même arrivé à un stade où de temps en temps l'Union européenne dit les AOC c'est du protectionnisme, donc quand même si on pouvait en avoir moins, ça serait bien, quoi. Alors que pour moi c'est l'exact inverse qu'il faut faire, puisque c'est des cahiers des charges de qualité. Enfin, ou en tout cas, on peut les rendre de qualité face auxquels le consommateur est prêt à payer plus cher, en général. C'est vrai que c'est un sujet sur la table avec la stratégie Farm to Fork, mais il y a encore un peu d'explication de texte à faire, à la fois effectivement pour les consommateurs, mais pour toutes les parties prenantes qui sont concernées, pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Voilà, je vois j'ai un timekeeper parfait, merci infiniment. On va prendre quelques questions, si vous voulez bien, pour Jean-Marc, avant de continuer ces interventions. Est-ce que c'est toujours la première qui est la plus compliquée, mais est-ce que... Eh ben voilà. Alors, pour moi, il y a deux premières, parce que je fais des questions paritaires. Oui, très juste. Donc, première question masculine, la prochaine sera féminine. Après un courageux volontaire, il faudra une courageuse volontaire. Question ou plutôt... moi, je suis agriculteur, transformateur, distributeur, donc j'ai toutes les casquettes. Vous êtes... Enfin, ça ne va pas être une question, mais plutôt une remarque. Vous êtes quelqu'un de très précieux aujourd'hui dans votre discours, parce qu'on a la chance de vous voir un peu partout et que votre discours est entendu un peu partout, parce qu'en fait, vous êtes un des rares à pouvoir, à un moment donné, réconcilier productivité, vie sur notre sol. Aujourd'hui, on a plutôt affaire à d'un côté des écologistes et d'un côté des productivistes. Et tout le monde essaye d'avoir raison. Et votre ligne de conduite, moi je suis en charge sur ma région de toute la problématique qualité de l'eau. Et en fait, problématique de l'eau, en fait, tous les SAGE, les SDAGE, les clés dans chaque département. Et du coup, on se retrouve en permanence avec des gens très écolos, mais qui n'ont pas du tout la solution, parce que comme vous le dites, on est en perpétuelle contradiction. Il y a moins d'oiseaux, il y a moins d'insectes parce qu'on cultive des champs. Et donc du coup, la solution, elle n'est pas comme ça d'un claquement de doigts. On est d'un côté écologiste ou d'un côté on mange tous les jours. Et donc du coup, on aurait besoin de vous multiplier pour contrer ces discours qui sont très néfastes et clivants. Alors qu'on n'a pas à avoir de clivage. Il y a un moment où ça va coûter, quoi. En fait, comment dire, il n'y a que deux manières de gérer la nouveauté quand on est face à un défi qui se présente. Il y a la manière autoritaire et il y a la manière concertée. La manière autoritaire est un peu brutale, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui aujourd'hui... Non, voilà, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voudraient qu'on soit dans un régime très autoritaire pour qu'on s'évite le temps des débats. Sinon, il y a la manière concertée, et la manière concertée prend du temps, parce que la pédagogie est un exercice difficile, qu'il faut multiplier les expériences de terrain qui peuvent inspirer, fournir des bonnes pratiques, etc. Et donc, effectivement, c'est un peu frustrant, parce que c'est un système avec, comme disent les économistes, beaucoup de coûts de transaction. C'est difficile de faire autrement. Non. J'ai dit une femme. On va mettre maintenant. une perruque, Guillaume. Ouais, non, une femme. Ouais. Juste sur le budget des ménages, du coup, donc aujourd'hui qui a diminué pour l'alimentation au profit d'autres, je crois que c'est le logement qui est en première aujourd'hui, le premier budget. Et qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour pouvoir peut-être réallouer une partie du budget vers l'alimentation? Est-ce qu'il y a une question de politique publique, je pense? Est-ce que c'est une des choses que vous adressez dans notre rapport? Et est-ce qu'il y a des pistes là-dessus? Alors non, on ne va pas adresser dans notre rapport la façon de gérer l'allocation du budget des ménages. Pour deux raisons. La première, c'est qu'au Shift, on parle d'argent le plus tard possible. En général, on commence par parler de systèmes biophysiques. Donc on aime bien représenter l'économie sous forme de flux, de ressources, de compétences.
Voilà, puis une fois qu'on a bien posé le problème de cette manière, éventuellement on parle d'argent, mais plus tard. Par contre, sur la question du budget des ménages, qu'est-ce qui a évolué dans le temps? Je ne suis pas sûr que le logement coûtait considérablement moins cher il y a quelques décennies. Alors, ça aussi, hein, voilà. Mais par contre, aujourd'hui, ce que vous dépensez, que vous ne dépensiez pas il y a un siècle, c'est du téléphone, des vacances, de la télévision, de l'électroménager. Enfin, il y a tout un tas de trucs nouveaux qui sont apparus. Et en fait, c'est essentiellement ces usages-là qui se sont mis à la place des usages historiques. Donc le vêtement, c'est pareil, il coûte beaucoup moins cher. Mon père, qui était prof de fac, donc quand même CSP+, je me rappelle très bien qu'il avait des vestes rapiécées au coude. Hein. Qui aujourd'hui a des vestes rapiécées au coude? Donc même lui qui était dans le haut de l'échelle sociale, il jetait pas une veste parce qu'il y avait un trou au coude. Voilà. Et ma grand-mère était couturière. Et, enfin, je veux dire, il y avait plein de gens dont le métier c'était de réparer les vêtements, parce qu'un vêtement valait vraiment très cher et que vous aviez il y a un siècle 4 chemises dans votre garde-robe, quoi. C'était la chemise du dimanche, les 2 chemises de travail. Bon. Donc il y a plein d'objets, en fait c'est un certain nombre d'objets qui existaient déjà il y a un siècle, qui ont vu leur prix réel considérablement baisser, le mobilier, les vêtements, la nourriture, etc. Et ça a fait place à tout un tas de trucs qui sont de l'ordre du entre guillemets superflu, qui sont arrivés depuis, superflu au sens où c'est pas vital, quoi, hein. Donc les loisirs, les vacances, la voiture. Se déplacer coûtait beaucoup moins cher avant, mais c'est parce que c'est en 1952 en France que les kilomètres parcourus par personne et par jour en voiture ont dépassé les kilomètres parcourus par personne et par jour à pied. 1952, c'est pas vieux, hein. Bon. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est tous ces nouveaux usages qui ont pris la place des trucs essentiels avant. Je peux poser une question? Ouais. Avec plaisir. Donc, mesdames, après, si vous voulez y aller. Non, quel est votre regard sur l'agriculture biologique et la place qu'elle pourrait avoir dans l'évolution à appeler de nos voeux pour la décarbonation? Alors, elle coche certaines cases et pas d'autres. Dans les cases qu'elle coche, il y a une meilleure préservation de la biodiversité, essentiellement. Dans les cases qu'elle ne coche pas nécessairement, donc je ne dis pas qu'elle ne les coche pas, mais qu'elle ne coche pas nécessairement, il y a la question de l'érosion des sols, parce que vous pouvez avoir autant de travail mécanique en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Vous avez la spécialisation régionale des productions, qui n'est pas nécessairement une case qui est décochée, j'ai envie de dire, ou cochée par l'agriculture biologique. Donc voilà, donc c'est un pas dans la bonne direction, c'est pas nécessairement la réponse à toutes les questions que doit ou peut se poser aujourd'hui l'agriculture. Il n'y a pas non plus, vous pouvez très bien trouver au supermarché, je le sais, des produits biologiques suremballés, ça pose strictement aucun problème. Donc enfin voilà, donc elle coche certaines cases, pas toutes. Et alors il y a une case qu'elle coche et je ne sais pas pourquoi. Je dois dire que j'ai constaté que chez les maraîchers, et je sais que ce n'est pas lié au fait qu'on mette... Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit lié au fait qu'on mette pas... Je pense que c'est une question de sélection variétale. Les produits de l'agriculture bio sont en général plus goûteux, mais je n'ai toujours pas l'explication. Il faudrait qu'un jour quelqu'un m'explique, parce que là, je n'ai pas compris pourquoi. Non, je pense que c'est une affaire de variété. Oui, je pense. Bonjour, Julie Dorel. Petite question, je reviens à votre première réflexion sur... alors, moi, je vais parler d'immobilisme. Quel est, selon vous, et je mets l'économie et l'attrait à la finance de côté, quel est, selon vous, le principal déclencheur de cet immobilisme et quelle est la principale solution d'un immobilisme global pour activer... Voilà, quel est votre regard là-dessus? Vaste question, aurait dit l'autre. J'en vois plusieurs. Dans les raisons que je vois, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur notre nature profonde. Et le fait qu'on soit accumulatif et paresseux fait qu'on n'aime pas renoncer. Donc on n'aime pas renoncer à ce qu'on a accumulé et on n'aime pas se fatiguer pour rien. Donc l'idée qu'on va devoir retranspirer un peu et éventuellement renoncer à certaines choses, c'est globalement quelque chose qu'on n'aime pas bien. La seule manière de lutter contre ça, c'est, alors là, pour le coup, précisément ce qui relève du fait qu'on est des animaux sociaux, et donc on a besoin de signes de reconnaissance ou d'éléments de statut ou d'éléments qui font sens. Voilà. Et donc c'est probablement de ce côté-là, alors sans verser dans une apologie des religions, mais il y a quelque chose probablement à aller chercher du côté des valeurs qui sont importantes.
c'est au titre des valeurs que vous avez eu historiquement des moines. Il faut avoir envie d'être moine. Hein. Vous renoncez à tout, vous parlez à personne, vous êtes dans une cellule humide. Bon. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que le sens était tellement puissant que ça les a amenés à renoncer à un certain nombre d'éléments matériels. Donc en fait, l'équation aujourd'hui, elle est de ce côté-là. Elle est à chercher de ce côté-là. C'est quels sont les éléments de sens ou les éléments de valeur ou les éléments, je ne sais pas quel nom exactement il faut leur donner. Qui font qu'on accède. Alors, on parlait tout à l'heure pendant le déjeuner là, du vélo dans Paris. Bah, le vélo relève de ça pour moi. Le vélo dans Paris, hein. C'est un truc de bobo, moi inclus. Et donc, en fait, les gens ici sont mis, OK, pour des raisons climatiques, pas nécessairement. Et aujourd'hui, c'est bien vu, quelque part. Il y a tout un milieu dans lequel c'est beaucoup mieux vu que de dire j'ai eu du mal à garer ma Porsche. Bon. Et donc, c'est dans cette direction, je pense, qu'il faut aller chercher. Et on n'est pas très loin des gens qui font du marketing, de la pub ou de la psychothérapie, quoi. On n'est pas très loin de cet univers-là. Après, ça, c'est une raison, j'ai envie de dire, structurelle de fond à l'échelle des siècles. Hein. Si on regarde sur des durées plus courtes, eh bien, l'immobilisme, il vient du fait que l'économie ou une entreprise cherche toujours à capter la rente. Toujours. C'est vrai pour Carbone 4 et c'est vrai pour toutes les entreprises qui sont représentées dans cette salle. D'accord ? Une entreprise cherche à capter la rente. Les entreprises qui sont puissantes aujourd'hui sont celles qui ont capté la rente avec les règles du jeu existantes et elles n'ont aucune envie que les règles du jeu changent puisque du coup, ça les conduirait à se passer d'une partie de la rente. D'accord ? Donc, la société, elle est réactionnaire par construction, j'ai envie de dire. Ou l'élite, plus exactement, est réactionnaire par construction. C'est d'une certaine manière. Et ça, c'est également un facteur d'immobilisme. Et puis, l'élite mondialisée, j'ai envie de dire, elle est encore plus réactionnaire qu'avant. Je vous conseille la lecture du dernier bouquin d'Emmanuel Todd, qui s'appelle « La défaite de l'Occident », dans lequel il a un jugement assez cruel, mais que je trouve assez juste, sur les sociétés, ce qu'il appelle les démocraties occidentales. Il dit en fait les démocraties libérales ne sont plus des démocraties libérales, c'est des oligarchies libérales. C'est-à-dire que c'est des pays dans lesquels l'élite stipule pour elle-même, cherche à préserver ses privilèges et ne se sent aucune empathie et aucun devoir de protéger le peuple. Pas du tout son problème. Et donc ça, c'est un facteur d'immobilisme aussi. Comme diraient les Anglais, les have, ils ne se sentent pas concernés par les have not. Voilà. Moi, il y a un petit exercice de pensée que j'essaye de faire de temps en temps, pas toujours, c'est de se mettre à la place de la personne qui viendra faire le ménage ici à 7h du matin. Voilà. Rien que ça, c'est déjà quelque part, vous vous dites, tiens, pourquoi les gens sont contre ceci, cela ? J'essaie de me mettre à la place de cette personne, et là je me dis, tiens, bon. Et c'est aussi ça, je pense qu'on manque d'empathie aujourd'hui. Pas tous, pas tout le temps, évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais les structures finissent toujours par nous ressembler sur le long terme. Enfin, il y a quelque chose, une espèce de filiation géographique et biologique de ce que nous sommes vraiment, quoi, à un moment. Voilà, donc c'est quelques éléments de réponse. Il y en aurait probablement plein d'autres. Je pense qu'on pourrait en discuter toute la nuit, mais voilà quelques éléments, quelques idées. Bon. Peut-être une dernière question, parce qu'après on enchaîne. On a un petit timing serré. Barthélémy Peuchot, je voulais savoir ce que vous pensiez d'une taxe carbone sur l'alimentation. Est-ce qu'elle pourrait permettre de pousser des produits qui sont plus vertueux que d'autres, sachant que c'est inégalitaire, ça va un peu avec la question précédente. Quel est votre point de vue et est-ce que vous pensez aussi que ça pourra arriver dans un futur pas trop lointain ? Vous avez deux manières quand vous voulez... je vais repartir d'une généralité. La préservation de l'environnement, c'est la gestion d'une restriction collective, fondamentalement. D'accord ? Les problèmes d'environnement sont de deux ordres, les placards qui se vident et les poubelles qui débordent. D'accord ? Le changement climatique relève de la poubelle qui déborde. Il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. La déplétion pétrolière ou la déplétion du cuivre ou la diminution des surfaces de forêt ou je ne sais pas quoi, ça, c'est les placards qui se vident. D'accord ? C'est ou les poissons qui disparaissent dans la mer, tout ça, c'est les placards qui se vident. Pour empêcher les placards de se vider, il faut restreindre l'accès aux placards. Et pour empêcher la poubelle de déborder, il faut restreindre l'accès à la poubelle. Donc, fondamentalement, les problèmes de gestion de l'environnement sont des problèmes d'organisation de la restriction collective. Vous avez deux manières d'organiser cette restriction, par les prix ou par les quantités. Alors, les prix, c'est la taxe, qui est un instrument très libéral,
Le problème coûte plus cher, démerdez-vous. Non, mais c'est exactement ça. Donc, c'est un instrument extrêmement libéral. Et en partiellement bon libéral que je suis, il y a eu une époque où j'ai été très séduit par l'idée de la taxe. Et j'en suis un peu revenu, et je vais vous dire pourquoi. Et puis, il y a une version plus communiste, c'est la norme ou la restriction par les quantités. Donc, la restriction par les quantités, c'est j'interdis, je norme, je limite ou j'oblige, qui est une autre manière de gérer par les quantités. Vous avez une chaudière à gaz, je vous oblige à la remplacer par une pompe à chaleur sous les 5 ans. C'est une obligation, c'est une gestion réglementaire. On fait les deux. Par exemple, dans la construction, la RE 2020, ça va être une obligation réglementaire. Dans la construction automobile, le fait de ne vendre que des véhicules zéro émission à partir de 2035, même si j'aime pas le terme zéro émission, mais bon, peu importe, c'est une voie réglementaire. Par contre, pour les entreprises, avoir fait un marché de CO2, avoir fait des quotas de CO2 négociables, c'est un système mixte. Vous avez une gestion par les quantités, les quotas de CO2 sont en quantité donnée, et vous avez une gestion par les prix. C'est que sur la partie qui vous est nécessaire et que vous n'avez pas eu au moment de l'allocation initiale, là, il y a un instrument de marché, c'est vous pouvez d'autant plus polluer que vous avez les moyens d'acheter. C'est en gros. C'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Alors, la taxe, donc, du coup, c'est une des voies possibles. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une taxe? Il vous faut avoir une assiette. Il vous faut avoir une affectation du produit de la taxe. Je vais y revenir parce que ce n'est pas neutre. Et il faut avoir un consentement à payer la taxe. D'accord. Bon. Alors, en matière agricole, l'assiette, c'est compliqué parce que comme vous ne mettez pas chaque rizière sous cloche et chaque vache sous cloche, pour définir la base taxable, vous allez avoir besoin de conventions et de proxy et de valeurs moyennes un peu partout. Et évidemment, dès que vous allez avoir une taxe carbone sur la vache, l'agriculteur qui vous explique qu'il donne des graines de lin à sa vache va vous dire « Ah mais non, 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 moi là, ma vache elle émet moins, donc je veux être moins taxé ». Et puis celui qui l'a fait pâturer va vous dire « Ah mais moi, ok, elle émet plus par kilo de matière sèche ingérée, sauf que quand même c'est vachement plus sympa parce qu'il y a des libellules et des trucs, donc vous... Enfin bon, moi bon courage ». Après, il faut évidemment corriger ça à l'importation. Aujourd'hui, on importe la moitié du poulet qu'on mange en France, on importe une partie du bœuf, etc. Alors, il faut une taxe aux frontières. Et la taxe aux frontières suppose que vous ayez, on l'a bien vu sur les commodités sur lesquelles on a commencé à mettre ça en Europe. En plus, ce n'est pas une vraie taxe, c'est des quotas que vous allez devoir acheter, mais peu importe. Enfin, que l'importateur va devoir acheter. Vous avez une question de contenu carbone de ce qui rentre. Mais est-ce que vous pensez que l'éleveur brésilien, il va vous déclarer le contenu carbone de ce qui rentre en Europe? Enfin, avant que vous lui imposiez ça, il va se passer du temps, quoi. Donc, vous avez un sujet de base taxable qui est un problème compliqué. Et du reste, vous allez avoir le même problème si vous voulez faire une empreinte carbone par produit vendu. Aujourd'hui, on sait très bien vous dire un yaourt, c'est en moyenne tant. Mais entre distinguer un yaourt à la vanille, les deux vaches, et un Gervita, bon courage. Non, mais vous allez tomber. En fait, la raison pour laquelle vous avez un prix différencié par objet, c'est que vous avez un système comptable chaîné qui s'applique à chaque entreprise du monde. Et pour avoir une empreinte carbone ou pour avoir une valeur, un contenu carbone par produit, à ce moment-là, oui, j'ai pris les deux vaches pas au hasard, parce que je savais qu'ils étaient dans la salle, vous avez besoin d'avoir une comptabilité carbone chaînée dans chaque entreprise du monde pour avoir, in fine, un prix carbone par produit. Bell, ils le font de leur côté, mais tout seul, leur fournisseur. Oui, mais je veux dire, le fournisseur de la cuve, le fournisseur de etc., fournit pas exactement la valeur, et puis chaque salarié fournit pas la cylindrée de la bagnole avec laquelle il vient au boulot, et puis etc. Donc en fait, ça reste à un moment des valeurs moyennes et des approximations, on peut pas en sortir. Donc c'est pour dire que ça, il y a un problème pratique derrière qui est pas évident. Ensuite, vous avez un sujet d'affectation de la taxe. Et alors là, ça peut paraître con, mais en fait, c'est important. Pour qu'une taxe soit acceptable par le consommateur final, comme on lui dit juste « le problème vaut tant, démerde-toi », il faut lui laisser le temps de faire essai-erreur. C'est-à-dire si vous le matraquez avec une taxe massive à très brève échéance, il ne sait pas où se retourner, il n'a pas d'alternative, et donc vous avez un phénomène gilet jaune. Et pourtant, le phénomène gilet jaune est arrivé avec une taxe qui n'était pas très élevée. C'est bien une taxe, effectivement. Oui, c'était pas très élevé. Et puis vous avez une aversion au recyclage national en France, c'est-à-dire à l'impôt, qui est beaucoup plus élevée que l'aversion à la hausse du prix de marché, parce que ma bonne dame, c'est comme ça. Donc
Quand le prix du pétrole explose ou le prix du gaz explose parce qu'il y a la guerre en Ukraine, tout le monde fait le dos rond. Mais si c'est l'État français qui dit « je vais vous taxer pour recycler ça dans l'économie nationale », alors voilà, non, quand même, il ne faut pas déconner. Bon, on est fait comme ça. Voilà, c'est complètement illogique, mais on est fait comme ça. On préfère filer notre fric aux fonctionnaires russes et aux fonctionnaires saoudiens. Voilà, ils sont probablement bien plus sympathiques que les nôtres. Donc, pour en venir à ce que je... rigolez pas, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Hein. Bon. Problème de communication et de pédagogie, effectivement. C'est un petit problème. Aussi. Donc, il faut que la taxe augmente pas vite si vous voulez qu'elle soit acceptable. Mais si vous voulez si elle n'augmente pas vite, à ce moment, il y a un énorme risque, c'est que vous allez en faire un impôt de rendement dans les recettes de l'État, ce qui est exactement le cas de la TICPE aujourd'hui, la taxe sur les produits pétroliers. Et du coup, l'État n'a plus aucun intérêt à se débarrasser de la nuisance. Or, la taxe carbone, c'est une taxe qui a pour vocation de faire disparaître sa propre assiette. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez affecter le produit de la taxe qu'à des opérations de baisse de l'assiette, de telle sorte que le jour où vous n'avez plus la taxe, vous n'avez plus non plus le problème à résoudre. Et je vous rappelle que la loi française interdit l'affectation des recettes qui tombent tous dans le pot commun budgétaire. D'accord ? La Constitution interdit ça. Donc, moi, je suis devenu aujourd'hui considérablement plus favorable à la norme. Et je pense que, alors c'est un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais ça serait beaucoup plus simple de dire aux producteurs de yaourts, petit 1, vous allez me calculer l'empreinte carbone de vos yaourts, et petit 2, si ça dépasse tant, vous n'avez pas le droit de les vendre. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est une convention qu'on pose. Non, mais là, le surcoût devient internalisé dans les coûts de production. Ça vaut ce que ça vaut. Mais vous avez géré... Voilà. Et il faut à ce moment que vous ayez également une forme de protectionnisme par la norme. Alors, dans le domaine agroalimentaire, on n'a pas regardé ça de près, mais vous avez un domaine dans lequel ça a commencé à se produire, c'est les batteries. Et les voitures. Le bonus-malus aujourd'hui est indexé en France sur l'empreinte carbone des voitures. Et sur les batteries, on a commencé à mettre en place un système protectionniste basé sur l'empreinte carbone de la fabrication des batteries. Voilà. Ça me paraît être de la bonne norme. Et je pense qu'on ira plus vite avec ce genre de truc qu'avec la taxe, qui est un instrument très utile dans certains sous-secteurs, mais lent et malaisé à manipuler auprès de la population, auprès du consommateur particulier dans son ensemble. Cher Jean-Marc, merci infiniment.